Ma mère a jeté mon billet de train pour Paris à la poubelle, alors qu'il ne restait que 5 heures avant ma remise de diplôme. Ma sœur se tenait à côté d'elle et a ricané, à quoi sert un rêve de remise de diplôme pour une mendiante? Toute la famille a éclaté de rire. Je n'ai rien dit. J'ai plongé la main dans la poubelle nauséabonde, j'ai ramassé le billet et je suis parti. 5 ans plus tard, ma caméra de sécurité a filmé 2 mendiantes qui frappaient à ma porte. J'ai cligné des yeux puis j'ai souri. Aux maman et petite sœur. Je m'appelle Amélie Dubois, et il y a 5 ans, ma propre famille a essayé de m'empêcher de monter dans un train pour Paris pour ma remise de diplôme. Ce matin-là, dans notre cuisine à Lyon, je tenais l'enveloppe contenant mon billet et je vérifiais l'heure sur mon téléphone. 5 heures avant de devoir être à la gare. Ma mère est entrée, a vu l'enveloppe, et son visage s'est durci. Avant que je puisse m'expliquer, elle me l'a arraché des mains, a traversé la pièce, a ouvert la grande poubelle verte près de la porte du garage et y a jeté le billet. Ma petite sœur se tenait à côté d'elle et riait. À quoi sert un rêve de remise de diplôme à Paris pour une mendiante comme toi, a-t-elle dit, assez fort pour piquer plus que n'importe quelle gifle. Leurs rires ont rempli la maison. Pendant une seconde, je ne pouvais plus bouger. Puis j'ai agi. Je me suis approché, j'ai soulevé le couvercle et j'ai plongé la main dans la poubelle collante et nauséabonde sans broncher. J'ai retiré le billet froissé, je l'ai essuyé sur mon jean, j'ai attrapé ma valise et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Si tu franchis cette porte, ne reviens pas en rampant, a crié ma mère. Je ne me suis arrêté que le temps de dire que ce choix était le sien, pas le mien. 5 heures plus tard, j'étais dans le train, filant vers la ville qu'elle jurait que je ne verrais jamais. 5 ans plus tard, ma caméra de sécurité me montrerait 2 visages fatigués et désespérés à ma porte d'entrée, sonnant comme si leur vie en dépendait. Et cette fois, les mendiantes, ce n'était pas moi. Si quelqu'un a déjà essayé de jeter votre avenir à la poubelle, restez, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de la preuve que partir peut être le début de tout. Quand le train s'est enfin stabilisé dans sa course, j'ai appuyé ma tête contre la vitre et j'ai essayé de respirer. Mais mon esprit me ramenait sans cesse à Lyon, à la lente décomposition de tout, bien avant que ce billet ne finisse à la poubelle. J'ai grandi dans un pavillon en périphérie de la ville, dans un quartier où chaque allée avait le même béton fissuré et la même pelouse jaunie par le soleil. Ma mère, Sophie, était toujours épuisée par son travail chez Conforama, rentrant avec les pieds endoloris et une pile de factures, nous rappelant combien tout coûtait. Ma petite sœur, Chloé, était presque toujours sur son téléphone, filmant de petites vidéos de tenue ou s'entraînant à prendre des pauses dans le salon comme si le monde la regardait déjà. J'étais celle qui comblait les vides. J'ouvrais le café à 5 heures du matin, je prenais le premier bus, je rentrais à la maison en sentant l'expresso et le sirop de sucre, puis je cuisinais, je nettoyais et je casais des cours d'art en ligne dans le peu de temps qu'il me restait. Je payais une partie du loyer chaque mois, je glissais des billets pliés sur le comptoir, et ma mère les prenait sans vraiment me regarder, marmonnant que cela n'effleurait même pas la surface. Chloé levait les yeux au ciel et disait en plaisantant que je devrais peindre plus vite si je voulais être utile. Sur le papier, nous ressemblions à une famille de travailleurs normales. En réalité, il y avait une règle claire que personne ne disait jamais à voix haute, ma valeur se mesurait uniquement à ce que je pouvais leur apporter, pas à ce que je voulais devenir. Je n'ai pas beaucoup parlé de Paris au début. L'idée semblait fragile, comme une bulle de savon qui éclaterait à la seconde où je la prononcerais. Tard le soir, quand elle dormait, je m'asseyais par terre dans ma petite chambre, entouré de toiles appuyées contre les murs. Je peignais le même sentiment encore et encore, une silhouette essayant de sortir d'une boîte tandis que des mains s'y glissaient pour la retenir. J'ai envoyé des photos de ces œuvres à une prestigieuse école d'art basée à Paris, à moitié convaincu qu'ils n'ouvriraient même jamais mon courriel. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, c'était une simple enveloppe blanche avec un logo dans le coin et mon nom orthographié correctement pour la première fois depuis longtemps. Ils m'offraient une bourse partielle et une place dans leur exposition de fin d'études. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous car, pour la première fois, quelqu'un qui ne portait pas mon nom de famille disait que je valais la peine qu'on investisse en moi. Quand je l'ai dit à ma mère, elle n'a pas souri. Elle a regardé la lettre comme si c'était une arnaque. Paris, a-t-elle dit lentement, comme si la ville elle-même était une insulte. Qui va payer les factures pendant que tu joues à l'artiste là-bas? J'ai dit que je continuerais à travailler jusqu'à mon départ, que le programme couvrait la plupart de mes frais de scolarité, que j'avais des économies, que c'était ma chance.
Elle a secoué la tête et a agité le papier vers Chloé comme si je racontais une blague. Ma petite influenceuse, a-t-elle dit à ma sœur. Au moins, toi, tu fais quelque chose de réel, quelque chose qui a un avenir. Puis elle m'a regardé de nouveau. L'art ne paie pas le crédit de la maison, Amélie. Les pourboires du café ne paient pas l'électricité. Tu rêves. Cela m'a blessé parce qu'elle savait exactement combien d'heures je passais debout pour ramener ses pourboires à la maison. Cela m'a encore plus blessé quand Chloé est intervenue, avec un sourire narquois, comme si elle me rendait service. Tu demandes toujours plus de temps, plus de compréhension, plus de tout, a-t-elle dit, tu m'en dis des chances. Et pourquoi? Une peinture triste dans une ville où tu ne peux même pas te permettre de vivre? Elle m'a traité de mendiante comme si c'était juste une blague, comme si ce mot m'appartenait. Cette nuit-là, je lavais leur vaisselle à l'évier pendant qu'elle riait dans le salon, et j'ai réalisé quelque chose que j'essayais de ne pas voir depuis des années. Dans cette maison, je ne serai jamais plus que de la main-d'œuvre gratuite avec un rêve désordonné dont elles avaient honte. Elles ne voyaient pas ma lettre d'acceptation comme une réussite. Elles la voyaient comme une menace. Si je partais, elles perdraient la personne qui prenait des services supplémentaires, récurait les poils et payait discrètement les avis de retard. Si je restais, je perdrais la seule chance que j'avais d'être plus que la mendiante dans ma propre maison. C'était la tension qui flottait dans l'air le matin où ma mère a vu le billet de train sur le comptoir. C'était tout ce qu'il y avait derrière ses yeux quand elle l'a porté à la poubelle. Et c'était tout ce qu'il y avait derrière les miens quand j'ai plongé la main dedans et que j'ai finalement choisi de ne pas rester petite juste pour leur confort. Ce qui est drôle quand on quitte la maison, c'est que ça ne ressemble pas à une scène de film sur le moment. Il n'y a pas de musique dramatique quand vous traînez votre valise sur une allée fissurée. Pas de ralenti quand le VTC arrive. Il y a juste le son de votre propre rythme cardiaque et la question qui martèle votre tête, vous demandant si vous êtes en train de faire la plus grosse erreur de votre vie. Alors que la voiture s'éloignait de notre maison à Lyon, je regardais la porte d'entrée dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à la voir s'ouvrir à la volée pour que ma mère en sorte en courant et dise qu'elle ne le pensait pas. Elle est restée fermée. La seule chose qui m'a suivi, c'est le souvenir de sa voix me disant de ne pas revenir en rampant. Sur le chemin de la gare, mon téléphone a vibré, un message de Léa, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle avait été la seule à dire que Paris avait du sens, que mon talent était réel, même quand je ne pouvais pas le croire moi-même. Elle a envoyé une capture d'écran du virement qu'elle avait fait, une petite somme d'euros prélevée sur son propre salaire d'infirmière. Son message était court, je ne peux pas réparer ta famille, Amélie, mais je peux t'aider à monter dans ce train. S'il te plaît, ne gâche pas cette chance. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, puis j'ai tapé un simple « merci », parce que si j'avais essayé d'en dire plus, j'étais presque sûr que j'aurais pleuré assez fort pour que le chauffeur m'entende. Quand je suis arrivé à Paris, le soleil se couchait derrière des nuages gris, et toute image romantique que j'avais de la ville s'est évanouie sous une rafale d'air froid dès que j'ai mis le pied dehors. Mon école avait arrangé une minuscule chambre de bonne en périphérie de la ville, un lit étroit contre un mur, un petit bureau contre l'autre, et une fenêtre qui donnait sur une rue qui ne dormait jamais vraiment. J'ai monté ma valise sur 6 étages, j'ai déverrouillé la porte et j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, personne n'allait entrer derrière moi. Personne n'allait crier à propos de la vaisselle ou demander où était l'argent du loyer. Le silence était à la fois un soulagement et un poids. Le lendemain matin, la réalité m'a vraiment frappé. Les courses coûtaient plus cher que prévu. Ma bourse couvrait les frais de scolarité et une partie du logement, mais pas les petites choses du quotidien qui s'accumulent vite. J'ai marché pendant des heures, laissant mon curriculum vitae dans des cafés et des boutiques, en baragouinant un français de base, essayant de sourire comme si j'étais à ma place. Au bout d'une semaine, un petit café près de l'école d'art m'a embauché pour les services du matin. Quelques jours plus tard, un de mes professeurs a mentionné qu'une galeriste locale avait besoin d'aide à temps partiel pour préparer une exposition à venir. C'est ainsi que j'ai rencontré Élise Rousseau. La première fois que je suis entré dans sa galerie, j'avais presque peur de respirer. L'espace était simple, des murs blancs, un sol en béton et des toiles accrochées de manière à ce que chacune ait de l'espace pour s'exprimer. Élise elle-même était vive et réservée, avec des cheveux gris tirés en arrière et une façon de vous regarder qui vous donnait envie de vous tenir plus droit. Elle a à peine jeté un coup d'œil à mon curriculum vitae avant d'hocher la tête. « Nous avons besoin de quelqu'un pour porter des échelles et ne rien laisser tomber », a-t-elle dit. « Vous pouvez vous en charger. » Je m'en suis chargé.
j'ai balayé les sols, déballé des caisses et tenu mes bras en l'air jusqu'à ce qu'ils tremblent pendant qu'elle décidait si une peinture devait être 1 centimètre plus haut ou plus bas. Pendant des semaines, je n'étais qu'une paire de bras supplémentaires, une autre étudiante essayant de survivre en ville. Un soir, après la fermeture, je nettoyais une table quand elle a remarqué le carnet de croquis qui dépassait de mon sac. Elle a demandé à le voir, de cette manière sèche et décontractée qui ressemblait quand même à un test. J'ai hésité, puis je le lui ai tendu. Elle a feuilleté page après page de créations en technique mixte désordonnées, des bouts de tickets de métro, des reçus de café et de la peinture grattée sur des traits de crayon. La plupart étaient des variations de la même image, une silhouette sortant d'un tas d'ordures, une main agrippant un billet en papier qui ressemblait presque exactement à celui que ma mère avait jeté. « Vous êtes très littéral », a-t-elle dit en refermant brusquement le carnet, « mais vous êtes honnête. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'un compliment que j'avais entendu depuis longtemps. Elle m'a dit de lui envoyer par courriel 3 œuvres abouties pour examen. Si elle lui plaisait, elle pourrait en accrocher une dans un petit coin de la galerie. Aucune promesse. Je suis resté éveillé 3 nuits d'affilée, travaillant dans cette minuscule chambre de bonne, mon sol couvert de journaux éclaboussés de peinture. Quand j'ai finalement livré les œuvres finies, mes mains étaient encore tachées de couleur. Une semaine plus tard, je suis entré dans la galerie et là, dans le coin le plus à gauche, se trouvait une de mes toiles sur le mur, avec une petite étiquette imprimée en dessous qui disait « Amélie Dubois, technique mixte ». Je suis resté devant, incapable de bouger, pendant que les invités passaient avec des verres de vin blanc bon marché. La plupart ne s'arrêtaient pas. Quelques-uns si. Une femme plus âgée, une touriste américaine, est restée là plus longtemps que les autres, penchant la tête comme pour essayer de voir ce que j'avais enfoui dans les couches. Elle a demandé à Élise qui était l'artiste. Élise m'a montré du doigt. La femme a souri et a dit qu'elle aimerait acheter l'œuvre. Le montant qu'elle a payé n'était pas énorme. Mais quand Élise m'a mis l'enveloppe dans la main à la fin de la soirée, j'ai eu l'impression que l'univers me murmurait que je n'étais peut-être pas folle d'être venue ici. Cette enveloppe a payé les courses, les tickets de métro et quelques nuits où je n'ai pas eu à m'inquiéter de sauter des repas. Plus que cela, elle a payé pour une petite partie de mon amour-propre. Je n'étais plus seulement la fille qui remettait ses pourboires sur un comptoir de cuisine et se faisait traiter de mendiante. Pour la première fois, j'étais une artiste payée pour son travail. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette petite vente serait le premier maillon d'une chaîne menant directement à ce même mot et aux personnes qui l'avaient utilisé pour me briser. Le succès n'est pas arrivé à Paris avec des feux d'artifice et des fanfares. Il est arrivé sous forme de réveils matinaux, de pieds endoloris et de nuits où mes yeux me faisaient mal à force de fixer des toiles sous la lumière blafarde d'une chambre de bonne. Après cette première vente, je suis retourné directement ouvrir le café à l'aube, nettoyant les tables pour des inconnus qui ne sauraient jamais que mon art était exposé dans une galerie à quelques rues de là. Entre les cours et les services, je continuais à peindre, remplissant des carnets de croquis de la même image récurrente d'évasion, superposant des bouts de papier et de la peinture jusqu'à avoir des crampes aux mains. Élise observait en silence. Elle ne faisait pas souvent de compliments, mais elle posait plus de questions, et c'était sa façon de s'intéresser. « Qu'est-ce que vous essayez de dire ici » demandait-elle en tapotant le coin d'une toile. « Pourquoi cachez-vous le billet sous tant de peinture ?» Cela m'a forcé à considérer mon travail comme plus qu'une thérapie. Il devait être une histoire que d'autres personnes pouvaient ressentir. Quand mon école a annoncé l'exposition finale de fin d'études, mes camarades de classe bourdonnaient, comme si c'était leur grande chance. Pour moi, cela ressemblait plus à un test. L'exposition se tiendrait dans une plus grande galerie de la ville, avec des conservateurs invités de Londres, Berlin et Milan. Une œuvre par étudiant. Pas de seconde chance. J'ai choisi une grande toile en technique mixte qui m'avait pris des mois à construire, des couches de texture de déchets, de reçus, de manchons de café déchirés et de tickets de métro, le tout tournant autour d'une seule carte de transport froissée au centre. Ce n'était pas une copie exacte de mon vrai billet, mais elle en portait le souvenir. J'ai intitulé l'œuvre « Blessure de sortie ». La semaine avant l'exposition, j'ai failli la retirer. J'ai dit à Élise qu'elle était trop personnelle, que les gens ne comprendraient pas, que je devrais peut-être exposer quelque chose de plus joli et de plus simple. Elle a haussé un sourcil et a dit, dans cette ville, le joli ne coûte pas cher. L'honnêteté est rare. Si vous allez occuper de l'espace sur un mur, faites en sorte que ça en vaille la peine. Alors, je l'ai gardé. Le soir de l'exposition,
Je portais une robe noire de location et des chaussures qui me serraient, faisant semblant de ne pas être sur le point de vomir de nervosité. Mes camarades de classe se regroupaient avec leurs familles, parlant un français ou un italien rapide, les parents montrant fièrement leur nom sur le programme. Je suis resté seul au début, tenant un gobelet en plastique d'eau pétillante. Léa avait envoyé un message de Lyon pendant sa pause à l'hôpital, avec une photo d'elle regardant une diffusion en direct sur son téléphone. « Je suis si fière de toi », a-t-elle écrit. Ta famille n'a aucune idée de ce qu'elle a jeté. Quand les portes se sont ouvertes, la pièce s'est remplie du son des voix et du tintement des verres. Les gens dérivaient devant les peintures comme des vagues, s'arrêtant parfois, continuant parfois sans un deuxième regard. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que personne ne remarquait même mon œuvre. Puis un homme d'une trentaine d'années s'est arrêté devant, blessure de sortie, et a réellement lu le petit carton avec mon nom et le titre. Il était habillé comme s'il venait de descendre d'un avion, le blazer légèrement froissé, les yeux vifs derrière des traits fatigués. Il s'est approché de la toile, s'est penché et a suivi du regard le contour du billet peint. « Quelle est l'histoire » a-t-il demandé, regardant autour de lui jusqu'à ce qu'il me voie, debout maladroitement près du mur. Pendant un instant, j'ai voulu mentir, dire que cela parlait juste de voyage ou de changement. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité, d'une manière dépouillée qui tenait en quelques phrases. J'ai dit que ma famille avait jeté ma chance de partir, que je l'avais récupérée de la poubelle et que j'étais parti quand même, et que cette œuvre parlait du coup de s'éloigner des gens qui ne croyaient pas en vous. Il a écouté sans m'interrompre, puis a posé quelques questions sur mon processus, mes autres œuvres, mes projets. Après le programme, il m'a donné sa carte. Il s'appelait Marco Ferrari. Il était basé à Milan, travaillait dans la technologie, mais était de plus en plus impliqué dans le monde de l'art. Il a dit que mon histoire et mon travail trouveraient un écho à Berlin, où la moitié de la ville semble être composée de gens qui essaient de se réinventer. Au début, j'ai pensé qu'il était juste poli, mais quelques semaines plus tard, il m'a envoyé un courriel pour me demander si je serais d'accord pour envoyer quelques œuvres à une exposition collective dans un petit espace de Berlin qu'il aidait à financer. L'idée même semblait folle. J'avais à peine assez d'argent pour survivre à Paris, et Berlin était à des centaines de kilomètres. Pourtant, j'ai emballé 2 toiles, rempli des formulaires d'expédition et regardé les œuvres qui m'avaient porté à travers mes nuits les plus sombres disparaître dans des boîtes en carton. Les mois ont passé. J'ai continué à travailler, à servir du café et à tendre des toiles. Puis un matin, alors que je nettoyais les tables de la galerie, Élise m'a appelé dans son bureau. Elle tenait son téléphone avec un courriel ouvert à l'écran. L'objet contenait mon nom et le mot « vendu » en majuscules. Une de mes œuvres de Berlin avait trouvé un acheteur. L'acheteur était Marco lui-même, qui disait dans son message qu'il n'était pas seulement intéressé par la possession de mon œuvre. Il voulait parler de lui donner un foyer permanent. Son idée était simple mais terrifiante. Il voulait ouvrir un petit studio et une galerie à Berlin dédiée aux artistes avec des histoires comme la mienne, des gens à qui on avait dit qu'ils étaient stupides, irréalistes ou un fardeau. Il voulait que je sois la première artiste en résidence et co-commissaire d'exposition, avec mon nom sur la vitrine. Mon instinct a été de me replier, d'entendre la voix de ma mère me traiter de rêveuse, de mendiante, de fille qui ne comprenait pas la vraie vie. Mais ensuite j'ai pensé au fait d'avoir sorti ce billet de la poubelle, au poids de cette première enveloppe de la touriste, à chaque nuit que j'avais passée seule dans une chambre de bonne en croyant que l'anonymat était plus sûr que d'être vu. J'ai regardé Élise, m'attendant à moitié à ce qu'elle me dise de ne pas trop espérer. Au lieu de cela, elle a dit, Berlin ne sera pas tendre, mais sera honnête, et toi, Amélie, tu es enfin prête pour ça. Quand je suis descendu de l'avion à l'aéroport de Berlin-Brandebourg quelques mois plus tard, traînant ma valise dans une ville qui sentait les gaz d'échappement et les possibilités, je n'avais aucune idée que quelque part en France, les gens qui m'avaient autrefois traité de mendiante commençaient déjà à perdre tout ce pourquoi ils m'avaient sacrifié. Pendant que je déchiffrais les plans de métro et que j'apprenais à ne pas me perdre à Berlin, mon ancienne vie à Lyon s'effondrait silencieusement sans moi. À la maison, ma chaise vide à la table de la cuisine n'empêchait pas le loyer d'être dû. Les factures continuaient d'arriver. Mais la fille qui ouvrait le café à l'aube et glissait des euros sur le comptoir chaque semaine servait maintenant du café à des inconnus à Berlin et gardait cet argent pour elle. Au début, Sophie a comblé le vide avec plus d'heures et plus de crédit à la consommation. Elle rentrait du magasin de meubles de plus en plus tard, enlevait ses chaussures et jetait des enveloppes non ouvertes sur le comptoir comme si elle pouvait les faire disparaître en les ignorant. Chloé a mis les bouchées doubles sur son rêve d'influenceuse.
Elle filmait des vidéos d'essayage dans le coin le plus lumineux du salon, commandait des vêtements qu'elle ne pouvait pas se permettre et se disait que chaque achat était un investissement. Quand une facture arrivait avec un rappel, Sophie la payait avec une carte de crédit et disait que c'était temporaire. Quand Chloé voulait un autre éclairage annulaire, elle disait « Il faut dépenser de l'argent pour en gagner ». Léa m'a dit plus tard que si quelqu'un demandait de mes nouvelles, elle haussait simplement les épaules et disait que j'étais toujours à l'étranger à jouer à l'artiste, comme si j'étais une enfant en voyage pour le plaisir au lieu de quelqu'un qui couvrait la moitié de leur facture. Elle ne mentionnait pas que la maison semblait plus lourde sans un deuxième salaire. La première vraie fissure est apparue lorsque Conforama a réduit les heures de Sophie, puis les a réduites à nouveau. Moins d'heures signifiait moins d'argent. Les mensualités de crédit sont devenues menaçantes. Les frais de retard se sont accumulés. Un soir, en plein dîner, les lumières se sont éteintes. Pas d'orage, pas d'avertissement, juste l'obscurité et le bruit du réfrigérateur qui s'éteignait. Le lendemain matin, Sophie a passé des heures au téléphone à essayer d'obtenir plus de temps de la part d'entreprises qui se fichent de savoir à quel point vous dites que vous essayez. Quelques mois plus tard, elle a perdu son emploi. Après cela, tout s'est accéléré. Elles ont vendu une télévision, quelques chaises, des bijoux. Elles ont organisé un vide-grenier où Chloé portait de grandes lunettes de soleil et faisait semblant que ce n'était qu'un projet de désencombrement, pas de la survie. Ce n'était pas suffisant. L'avis d'expulsion est arrivé dans une enveloppe épaisse collée sur la porte d'entrée. Elles ont déménagé dans un appartement exigu de l'autre côté de la ville, puis de cet appartement à un hôtel bon marché, puis à un foyer qui sentait l'eau de Javel et l'air vicié. Quelque part entre le deuxième hôtel et le foyer, Chloé a finalement fait défiler un nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis des mois. Un ami commun avait partagé un article sur un nouveau studio et une galerie à Berlin appelée « Studio du Bois », par une artiste de Lyon qui transformait la douleur familiale en œuvre mixte. La photo me montrait devant, blessure de sortie, debout sous mon propre nom imprimé sur un mur blanc. La légende parlait d'une bourse à Paris et d'un billet jeté à la poubelle. Léa a dit que la pièce était devenue silencieuse. Sophie s'est assise lourdement. Chloé a fixé l'écran comme s'il pouvait la mordre. Tout ce dont elle s'était moquée, tout ce qu'elles avaient essayé d'écraser, était là, loué par des inconnus. Le mot « mendiante » ne semblait plus aussi drôle. Mais la honte ne pouvait pas les nourrir. Après quelques jours à faire semblant que l'article n'existait pas, elles n'avaient plus rien à feindre et plus d'argent en même temps. Avec le peu d'euros qu'il leur restait, elles ont acheté 2 billets de bus pour Berlin. Quelques jours plus tard, traînant des valises usées et portant des vêtements dans lesquels elles avaient déjà dormi, elles ont suivi le point bleu d'un écran de téléphone fissuré à travers Berlin jusqu'à se retrouver devant une porte vitrée sur laquelle était écrit « Studio du Bois ». Elles ont pris une profonde inspiration qu'elles ne pouvaient pas vraiment se permettre et ont sonné. À l'intérieur, alors que j'accrochais une nouvelle œuvre au mur, mon téléphone a vibré avec une alerte de sécurité. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai appuyé sur la notification et j'ai regardé le flux de la caméra en direct se charger. 2 silhouettes sont apparues à l'écran, plus minces, plus vieilles, et ne ressemblant en rien aux personnes qui avaient ri devant une poubelle à Lyon. Il m'a fallu une bonne seconde pour les reconnaître. Puis je les ai reconnues. Ma mère, ma petite sœur était sur mon perron, et cette fois, c'était elle qui demandait à ne pas être exclue. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde, assez longtemps pour que la sonnette retentisse à nouveau, avant de réaliser que j'étais simplement là, debout, tenant mon téléphone au milieu du studio, la bouche légèrement ouverte. Marco a levé les yeux de son ordinateur portable. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. J'ai dégluti et j'ai forcé ma voix à rester stable. « Oui, juste quelqu'un à la porte », ai-je dit, même si le mot « quelqu'un » était loin de décrire la situation. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait sur les murs de la galerie. J'ai posé mon téléphone, j'ai essuyé mes paumes sur mon jean et je me suis dirigé vers l'entrée. Chaque pas semblait trop bruyant sur le béton poli. Au moment d'atteindre la porte, j'ai dû faire une pause, la main planant au-dessus de la poignée, juste pour me rappeler que je n'étais plus la fille dans la cuisine de Lyon. Cette porte m'appartenait. Je choisissais qui la franchissait. Je l'ai d'abord entr'ouverte, juste assez pour regarder dehors avant de l'ouvrir complètement. De près, ma mère paraissait plus petite. La grisaille lyonnaise avait cédé la place aux hivers berlinois, et son visage le montrait. Des rides qui n'étaient pas là 5 ans plus tôt creusaient profondément sa bouche. Chloé se tenait à côté d'elle, les bras enroulés autour d'elle-même,
la confiance éclatante et lisse dont je me souvenais réduite à quelque chose de brut et de fatigué. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis ma mère a tenté un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Amélie » a-t-elle dit doucement, comme si elle testait si elle avait encore le droit d'utiliser mon nom. « Tu as l'air en forme. Tu as réussi. » Je ne me suis pas écarté. Je me suis plutôt appuyé contre le cadre de la porte, gardant la vitre entre elle et la galerie. « Salut, maman » ai-je dit. « Salut, Chloé. » L'air entre nous était tendu. Chloé a craqué la première. « Alors, c'est vraiment à toi » a-t-elle dit, regardant par-dessus mon épaule les murs blancs et les peintures. « Studio du bois. » C'est fou. J'ai haussé les épaules. Fou est un mot pour le décrire. Elle a ri une fois, mais cela ressemblait plus à une toux. « Écoute, on ne savait pas trop comment » a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Ma mère est intervenue. « Nous avons fait un long chemin, Amélie. Nous voulons juste parler. » Pendant une seconde, j'ai imaginé le foyer, le trajet en bus, la façon dont elles avaient dû fixer mon nom sur la vitrine du studio. Une partie de moi voulait s'adoucir immédiatement, les faire entrer, préparer du café, prétendre que nous étions juste une famille normale en visite. Mais cette partie de moi était la même qui avait fait des doubles services et donné de l'argent en se faisant traiter de mendiante. Je devais à cette version de moi-même mieux qu'un effondrement rapide. « On peut parler » ai-je dit. « Ici. » Le sourire de ma mère a vacillé. « Ici » a-t-elle répété, comme si le trottoir était une insulte. « Pourquoi ? Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» J'ai secoué la tête. « Non, mais cette porte derrière moi, » ai-je dit en la regardant, « c'est ma limite. Je n'en avais pas à Lyon. J'en ai une maintenant. » Elle a ouvert la bouche comme pour se battre, puis l'a refermée. « Nous avons des problèmes » a-t-elle finalement dit. « Je sais » ai-je dit. J'ai vu l'article. Léa m'a raconté certaines choses. Elle a eu l'air embarrassée pour la première fois depuis longtemps. On a perdu la maison, le travail. Les choses se sont compliquées. Compliquées, ai-je répété. C'est une façon de décrire le fait de choisir les crédits à la consommation plutôt que des choix difficiles. Elle a tressailli. Chloé est intervenue, comme elle le faisait toujours quand le silence devenait inconfortable. On a compris, d'accord, a-t-elle dit. On a tout gâché. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû, mais tu es parti. Tu nous as coupé de ta vie. Tu ne répondais même pas aux appels. Il n'y a pas eu d'appel, ai-je dit doucement. Il n'y a jamais eu d'appel pour dire que vous étiez fier. Seulement des appels quand le loyer était dû. Elle a commencé à protester, puis s'est arrêtée en réalisant que j'avais raison. Ma mère a regardé le trottoir. Je sais qu'on a été dur avec toi, a-t-elle admis. J'avais peur. Tu voulais poursuivre une fantaisie artistique à Paris pendant que je tenais tout à bout de bras. J'ai paniqué. Tu as jeté mon avenir à la poubelle, ai-je dit. Littéralement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une façon plus douce de le dire. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pendant un instant, elle a ressemblé à la mère qui m'avait autrefois préparé mes déjeuners de maternelle et tressé mes cheveux. J'ai eu tort, a-t-elle dit. Je pensais que si je brisais ton rêve en premier, le monde ne pourrait pas le faire à ma place. Je pensais que te garder près de moi était plus sûr. Au lieu de ça, je t'ai fait fuir. Ces excuses n'effaçaient pas ce qui s'était passé, mais c'était plus que ce que je m'attendais à entendre. Chloé a changé de pied, regardant de ses chaussures à la porte et inversement. Je t'ai traité de mendiante, a-t-elle dit, le mot coincé dans sa gorge. Souvent, en fait. Le truc, c'est, elle a baissé les yeux sur sa veste usée. Maintenant, je sais ce que c'est que de mendier. Ce n'est pas drôle. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Le silence qui a suivi n'était pas cruel, juste honnête. « Qu'est-ce que vous attendez de moi » ai-je demandé. Sans détour. Ma mère a pris une profonde inspiration. « Nous avons besoin d'aide » a-t-elle dit. Un endroit où rester un moment. Peut-être un peu d'argent pour nous remettre sur pied. Tu t'en sors bien. Tu peux te le permettre. Cette vieille attente familière m'a submergé comme une vague, la supposition que si j'avais quoi que ce soit, cela leur revenait automatiquement.
Je me suis redressé et je suis sorti sur le trottoir, fermant la porte derrière moi jusqu'à entendre le déclic du loquet. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit. Je m'en sors mieux. Mais la raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai arrêté de me traiter comme la mendiante de la famille. Je ne reviendrai pas à ça. Je ne paierai pas pour vos choix. Le visage de ma mère s'est crispé. Alors tu vas juste nous tourner le dos? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu m'as nourri et logé quand j'étais enfant. Et je t'en suis reconnaissante, ai-je dit. Mais tu m'as aussi utilisé. Tu as jeté mon billet pour une vie où je n'étais pas piégé à payer pour tes peurs. Ces deux vérités existent. Je ne vais pas les réécrire juste parce que c'est gênant maintenant. Pendant un instant, personne n'a parlé. Chloé a reniflé et s'est essuyé le nez avec sa manche. C'est tout, alors, a-t-elle dit. Tu as un studio chic et nous, on n'a rien. J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne vais pas vous sauver, mais je ne vais pas non plus vous regarder vous noyer. Je leur ai parlé du programme artistique que nous avions lancé au studio, des ateliers pour les adultes qui avaient été malmenés par la vie et qui avaient besoin d'un endroit pour recoller les morceaux. Nous travaillons en partenariat avec un foyer local, ai-je expliqué. Les personnes qui s'engagent dans le programme reçoivent de l'aide pour un logement temporaire et un soutien pendant qu'elles se reconstruisent. Nous avons plus de demandes que de places, mais je peux mettre vos noms sur la liste. Vous viendriez comme tout le monde. Aider à nettoyer, à installer, à suivre les règles. Pas de traitement de faveur, pas de vie dans mon appartement, pas de sauvetage financier. Du vrai travail, un vrai changement. Ma mère avait l'air stupéfaite. Tu nous enverrais dans un foyer? Je l'ai corrigé gentiment. Je vous mettrai en contact avec un système de soutien qui ne dépend pas du sacrifice de ma vie. C'est la seule façon dont je peux vous aider sans redevenir la personne que vous exigiez que je sois. Chloé a ouvert la bouche pour protester, puis a semblé se dégonfler. J'en ai marre d'être fière et d'avoir faim, a-t-elle marmonné. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. Ma mère a fixé la vitrine du studio, mon nom imprimé cleanly dessus. Je n'aurais jamais pensé que tu serais celle qui me fermerait une porte, a-t-elle dit doucement. Je n'aurais jamais pensé que tu serais celle qui jetterait quelque chose. J'ai ravalé la culpabilité que cette phrase a déclenchée et j'ai répondu quand même. Je ne vous jette pas, ai-je dit. Je jette la version de notre relation où je suis la mendiante et vous, celle qui avait tout le pouvoir. Si vous voulez quelque chose de différent, c'est possible. J'ai fait un signe de tête vers l'affiche collée sur la vitre concernant notre prochain atelier. Mais vous devrez le mériter, tout comme moi. Pour la première fois depuis que j'avais ouvert la porte, elles se sont tues toutes les deux d'une manière qui semblait moins relever de la colère que du choc. Elles étaient habituées à ce que je cède, que je m'excuse, que je me fasse petite. Cette fois, je suis resté là, stable sur mon propre trottoir, et j'ai attendu leur réponse, sachant que ce qu'elles choisiraient ensuite en dirait plus sur elles que jamais sur moi. Elles ne m'ont pas donné de réponse tout de suite. Ma mère continuait de fixer l'affiche sur la vitre, lisant les mots sur la guérison et la reconstruction comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Chloé ne cessait de se balancer d'un pied sur l'autre, ses yeux allant de moi au studio derrière moi. Finalement, elle a dit qu'elle en avait marre de faire semblant d'avoir tout sous contrôle alors qu'elle ne savait même pas où elle dormirait la semaine suivante. Ma mère ne m'a pas regardé quand elle a demandé ce que le programme exigeait exactement, comme si elle savait déjà qu'elle n'allait pas aimer ma réponse. Je suis resté simple, se présenter, faire le travail, dire la vérité et respecter les règles. Cela semblait peu, mais nous savions toutes que c'était plus grand que tout ce que l'argent pouvait réparer. Quelques jours plus tard, après avoir parlé avec le coordinateur du foyer et notre partenaire associatif, leur nom était sur la liste. Elles ont commencé à venir 2 fois par semaine, non pas par la porte d'entrée pendant les heures d'ouverture de la galerie, mais par l'entrée latérale qui menait à l'espace de l'atelier. Le premier jour, ma mère tenait une serpillière comme un objet étranger, nettoyant de l'eau de peinture qui n'était pas la sienne. Chloé empilait des chaises et essuyait des tables, écoutant les histoires de personnes qui avaient dormi dans leur voiture, qui avaient quitté des relations dangereuses, qui avaient tout perdu sans jamais traiter personne de mendiant. Dans cette pièce, ma famille n'était pas spéciale. Elle n'était que 2 personnes de plus qui étaient tombées durement et qui essayaient de trouver leur chemin. Pour moi, ces semaines ont été étranges. J'ai regardé ma mère servir du café à des inconnus et écouter au lieu de faire la morale.
J'ai regardé ma sœur tendre des pinceaux à une femme qui reconstruisait sa vie après des années à s'entendre dire qu'elle ne valait rien. Parfois, elle me parlait de choses pratiques, les horaires de bus, les livraisons de fournitures. Mais nous ne revenions pas sur le passé chaque fois que nous nous voyions. La guérison n'est pas venue en une seule conversation dramatique. Elle est venue par de petits moments faciles à manquer. Comme le soir où je suis entré et j'ai trouvé Chloé assise à une table, fixant une toile blanche. Elle m'a demandé si c'était stupide de peindre sa propre histoire alors qu'elle n'aimait même pas la personne qu'elle avait été. Je lui ai dit que c'était tout l'intérêt. L'art ne consistait pas à célébrer la version de soi qui blesse les autres. Il s'agissait de documenter la version de soi qui essaie de ne plus le faire. Elle a ri une fois, puis a commencé à peindre. Ma mère a mis plus de temps. Elle se présentait, faisait les corvées et s'asseyait tranquillement au fond pendant les discussions de groupe. Un soir, un homme du programme a raconté comment ses parents l'avaient poussé vers une carrière qui le rendait malheureux, se moquant de lui chaque fois qu'il parlait de ce qu'il aimait vraiment. Quand il a terminé, ma mère a levé lentement la main et a dit qu'elle avait fait quelque chose de similaire, mais en pire, car elle ne s'était pas seulement moquée du rêve de sa fille, elle avait essayé de le jeter. Elle n'a pas dit mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde là-bas savait de qui elle parlait. Plus tard, elle m'a prise à part et a admis que lorsqu'elle me traitait de rêveuse et me faisait me sentir petite, elle se parlait en réalité à elle-même. Elle avait eu trop peur de saisir ses propres chances quand elle était jeune, alors elle m'a puni d'avoir saisi les miennes. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave. Je ne lui ai pas dit que nous étions quittes. Je lui ai juste dit que j'étais contente qu'elle puisse le dire à voix haute. Au cours des mois suivants, les choses ont changé petit à petit. Grâce au foyer, ma mère a été mise en relation avec un programme de formation professionnelle. Chloé a trouvé un travail à temps partiel dans une friperie, qu'elle a d'abord détesté, puis a commencé à respecter quand elle a vu à quel point les gens travaillaient dur juste pour maintenir les portes ouvertes. Elles ont finalement emménagé dans un petit appartement en colocation avec d'autres participants du programme. Rien à voir avec la maison de Lyon, mais le leur d'une manière que l'ancienne maison n'avait jamais vraiment été. Nous n'étions pas une famille parfaite. Les fêtes étaient gênantes. Il y avait encore des jours où ma mère retombait dans ses vieilles habitudes où Chloé faisait un commentaire déplacé et devait se rattraper. Mais il y avait aussi des matins où elle venait au studio non pas pour demander quoi que ce soit, mais juste pour aider à préparer un atelier ou s'asseoir tranquillement au fond pendant que quelqu'un d'autre parlait. Quelque part en chemin, ma colère a cessé d'être une armure et a commencé à ressembler à quelque chose de trop lourd à porter. Je n'ai pas oublié ce qu'elles avaient fait. Je n'ai pas prétendu que notre histoire était plus douce qu'elle ne l'était. J'ai juste choisi de cesser de laisser ce moment au-dessus de la poubelle être la seule chose qui nous définissait dans ma tête. J'ai versé la blessure restante dans de nouvelles œuvres, des peintures sur les limites et les secondes chances, sur les portes qui se ferment et les fenêtres qui s'ouvrent ailleurs. Les gens entraient dans la galerie, lisaient les petits écriteaux et se reconnaissaient dans le travail. Certains pleuraient, certains riaient, et certains s'inscrivaient au prochain atelier parce qu'ils en avaient marre d'être coincés dans la version de leur histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour eux. Je commençais chaque nouvelle session du programme par un discours simple. Je leur disais, vous ne pouvez pas contrôler la famille dans laquelle vous naissez ni la façon dont elle traite vos rêves. Vous ne pouvez pas contrôler qui jette votre billet, littéral ou métaphorique, mais vous pouvez contrôler si vous plongez dans la poubelle avec lui ou si vous en sortez et continuez à marcher. Je leur rappelais que fixer des limites n'est pas une trahison. C'est de la survie. Que pardonner à quelqu'un ne signifie pas lui remettre votre vie pour qu'il la brise à nouveau. Cela signifie reprendre votre vie en main. En regardant le demi-cercle de visages qui m'écoutaient, je voyais des gens de tous horizons, tenant tous leur propre version de billets déchirés et de portes claquées. Certains avaient été traités de paresseux, d'autres de dramatiques, d'autres d'égoïstes. Beaucoup d'entre eux avaient été traités de mendiants sous une forme ou une autre. Je terminais toujours l'histoire de la même manière. Au final, je leur dis, ma vengeance n'a pas été de voir ma mère et ma sœur se présenter à ma porte sans rien. Ma vengeance a été de construire une vie si solide que leur cruauté ne pouvait plus l'ébranler, puis d'utiliser cette vie pour aider d'autres personnes à se relever, elles aussi. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez piégé, dis-je dans le micro, que ce soit votre famille qui doute de vous, votre patron ou votre ville, souvenez-vous de ceci, vous avez le droit de devenir plus grand que les gens qui refusent de grandir avec vous. Vous avez le droit de vous éloigner de quiconque traite vos rêves comme des ordures. Et vous avez absolument le droit de construire quelque chose de magnifique à partir des débris sous lesquels ils ont essayé de vous enterrer.
Pas seulement pour vous-même.